La gouvernance Ouattara a l'épreuve des enjeux économiques et des exigences démocratiques en Côte d'Ivoire. Tel fut le thème majeur de la conférence internationale organisée ce samedi 25 juillet au 58 du boulevard Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine, en région parisienne, par la plateforme de cohésion sociale Convergence 2020. Placé sous le patronage du président Henri Konan Bédié, ce dernier s'est fait représenter à la cérémonie par le ministre Niamey Ngoran, inspecteur général de l'État et cadre du PDCRDA. La rencontre a aussi enregistré la présence de personnalités de marque, notamment M. Ngama Eboa, représentant Charles Gomis, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, M. Touré Mamadou, conseiller du président Alassane Ouattara, M. Franklin Nyamsi, conseiller de Souriki Bafrigium, M. Jacques Mangwa, vice-président du PDCRDA, M. Yo Adama, directeur général adjoint de la RTI, et de M. Zie Koulibaly, président du conseil d'administration des communicateurs de RAGP. Les experts choisis pour la circonstance ont fait 6 communications sur la gouvernance Ouattara. Dr Samuel Ngenbok, d'origine camerounaise, spécialiste des questions de sécurité en Afrique et chercheur associé à l'IRIS, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio, président de l'Institut panafricain de stratégie, M. Ali Touré, porte-parole de Convenance 2020, le ministre Niamey Ngoran, inspecteur général de l'État et cadre du PDCRDA, M. Diaby Lanciné, directeur général du plan et de la lutte contre la pauvreté au ministère du plan, et enfin, M. Pierre Soumaré Ali, auditeur, écrivain et essayiste, sont des panélistes qui se sont succédés au pupitre pour creuser la gouvernance Ouattara. C'est un sujet important. Nous sommes à 3 mois d'une échéance politique importante pour la Côte d'Ivoire, notre pays, puisque nous aurons l'élection présidentielle. Et évidemment, les thèmes qui vont être abordés cet après-midi sont des thèmes importants, puisqu'il s'agit de la gouvernance du président de la République. Et j'espère que vous partirez d'ici confortés. Donc, sur ce, je vais déclarer ouvert la conférence sur la gouvernance du président Alassane Ouattara. Je vous remercie. J'ai une modeste expérience de la Côte d'Ivoire en général, mais principalement sur les questions de sécurité, parce que j'ai travaillé dans le cadre de mes travaux universitaires sur les questions relatives à la sécurité en Côte d'Ivoire, notamment sur les forces de sécurité et de défense ivoiriennes. J'ai participé dans le cadre de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire à la formation des officiers supérieurs de l'armée, de la gendarmerie, de la police, dans le cadre des négociations et du leadership collaboratif entre les différentes composantes de l'appareil de sécurité et de défense de Côte d'Ivoire. J'ai également participé à la formation, au renforcement des capacités du corps préfectoral de Côte d'Ivoire. Et donc c'est à ce titre-là que je me permets de vous donner mon humble avis, mes observations sur le processus de construction des forces de sécurité et de défense en Côte d'Ivoire, en mettant en perspective les clivages ou les défis auxquels cet appareil a fait face au cours de ces dernières décennies. Il faut relever que l'armée ivoirienne ou les forces de sécurité de Côte d'Ivoire ont été longtemps en Afrique de l'Ouest un maillon essentiel pour la sécurité. Elles avaient une réputation d'être une armée loyaliste, intervenant dans un cadre institutionnel légaliste. C'était une armée qui était bien payée, malheureusement qui était peu équipée et peu formée par rapport aux autres armées de l'Afrique de l'Ouest. C'est aussi cela qui caractérise les paradoxes qui ont structuré la consolidation des forces armées et de sécurité en Côte d'Ivoire. J'ai accepté cette invitation parce que mon frère Ali Touré est un grand Africain avec qui j'ai eu des échanges et j'ai trouvé que son initiative était très positive. Et en plus, j'étais particulièrement motivé parce que j'ai la chance de pouvoir dire que le président Alassane Dramane Ouattara
est mon grand frère. Il y a un événement peut-être dont on ne se souvient plus, mais on avait eu le toupet, c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser, de venir faire une conférence à Abidjan en septembre 1999. Et je venais des États-Unis directement. Et nous sommes venus avec un groupe d'amis. On a fait entre guillemets un commando panafricaniste pour venir lancer un appel aux frères et sœurs de Côte d'Ivoire. Et on a osé dire à la mairie d'Abidjan que le drame qui se profile et qui est en train de prendre forme en Côte d'Ivoire ne fera pas du mal qu'à la Côte d'Ivoire, mais à toute l'Afrique, parce que la Côte d'Ivoire est un pays essentiel du continent africain. Et nous avons utilisé l'expression que quand un peuple marche vers le gouffre, il est le dernier à s'en rendre compte. Plus les amis l'avertissent qu'il marche vers le gouffre, plus moins il y croit. Le sommet de l'Union africaine qui a suivi, j'ai eu l'honneur aussi de porter un message important. Nous avons lancé un appel à tous les chefs d'État africains, d'abord au niveau des ministres qui ont ensuite transmis à leurs chefs d'État, que nous souhaitions qu'il y ait une délégation de 10 chefs d'État africains, 2 par sous-région du continent, pour aller en Côte d'Ivoire et parler à la classe politique ivoirienne. Je vous jure que ça a été accueilli avec une salve d'applaudissements, ce qui prouvait l'attachement des Africains à la Côte d'Ivoire. Et ça a été adopté par le sommet des chefs d'État. Et au mois d'octobre, nous avons eu une délégation des chefs d'État. Malheureusement, certains n'ont pas pu. Et on a eu 7 chefs d'État sur les 10 qui s'étaient engagés, qui sont allés en Côte d'Ivoire. Et bien entendu, il y a la médiation à Bouaké pour obtenir un accord de cessez-le-feu et la participation à d'autres événements liés à la vie politique ivoirienne. Nous n'avons pas tellement de temps, peut-être qu'on le racontera dans des livres, mais en 2010, je dois saluer la contribution des frères d'Afrique australe qui sont venus me voir à Dakar pour dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Et on s'est rendu en Afrique australe, voir des chefs d'État de l'Afrique australe pour leur dire de ne pas envenimer la situation en Côte d'Ivoire. Certains d'entre eux étaient très engagés avec armes et finances. Et nous leur avons dit de ne pas le faire. Et nous sommes allés voir le président Jacob Zuma pour lui demander d'aller aider la Côte d'Ivoire plutôt que de prendre position, parce qu'il était sur le point de reconnaître un camp, le camp qui était encore au pouvoir. Et nous lui avons dit que ce serait une grave erreur historique et que ça lui enlevait toutes les cartes des mains pour jouer un rôle de leader en Afrique. Et que nous étions convaincus par les Nations Unies, par tous les témoignages, que le président Alassane Ouattara avait effectivement gagné les élections dans son pays. Et que malgré cela, nous ne sommes pas venus lui demander de reconnaître le président Ouattara immédiatement, mais d'aller en Côte d'Ivoire, de prendre connaissance de la situation et d'aider les frères ivoiriens à dépasser cette situation et faire accepter la victoire acquise démocratiquement par le président Ouattara. Ce qu'il a fait, il est venu en Côte d'Ivoire et il a tenté aussi d'apporter sa contribution. Tout cela a fait qu'il me semble que dans une telle rencontre, on doit commencer par le commencement, c'est-à-dire être juste avec le président Ouattara. Avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, vouloir que, comme on dit en France ici, que le président Ouattara soit un président normal, c'est-à-dire que le mandat qu'on exécute dans des conditions entre guillemets de normalité, il était difficile de le faire en Côte d'Ivoire, dans la mesure où il fallait d'abord ramener la paix, enclencher le processus de réconciliation nationale, aider les Ivoiriens à se retrouver autour de l'essentiel, et ensuite, bien entendu, parallèlement, commencer à rebâtir le pays. Et la Côte d'Ivoire, encore une fois, je le dis sans aucune démagogie, n'est pas n'importe quel pays africain. En Afrique, comme le disait un chef d'État que je respecte beaucoup aussi, il y a de grands pays, même s'il n'y a pas de petits pays. Et ça règle le problème. Ça règle le problème de tout le monde. Mais il y a de grands pays. Et en Afrique de l'Ouest, quand on dit grands pays, on pense au Nigeria, on pense à la Côte d'Ivoire. Et il y a 2 pays qui n'ont pas tellement de moyens, qui n'ont pas tellement de ressources, mais bon, qui font beaucoup de bruit. Et l'un s'appelle le Sénégal. Et qui s'est fait accepter dans la cour des grands, on ne sait pas par quel miracle. Et il y a un autre pays qui a mérité, le Ghana, par son comportement et par aussi son aspiration au leadership depuis Kwame Nkrumah, a joué un rôle en Afrique de l'Ouest. Mais on ne pouvait pas en Afrique de l'Ouest parler des grands pays leaders sans ne pas mentionner tout de suite, après le Nigeria, parler de la Côte d'Ivoire.
Et tout ce que nous souhaitons au président Ouattara, c'est de remettre son pays dans cette posture de pays leader et locomotive de l'Afrique de l'Ouest, voire du continent africain. Et nous pensons qu'il s'y attelle, que c'est ce travail-là qu'il est en train de faire, avec, comme je l'ai dit, les contraintes que nous savons tous. Ce n'est pas, entre guillemets, un président normal qui est arrivé dans des circonstances où il peut tout de suite passer à son programme. Il y avait quand même d'autres urgences, comme l'a décrit mon frère à droite ici, restructurer une armée, recréer les forces de défense et de sécurité, relancer la machine économique ivoirienne. Il fallait le faire, et le président Ouattara, pour qui, encore une fois, nous avons une grande affection, est en train de le faire. Son arrivée au pouvoir a été, tout le monde le reconnaît, dans un enfantement douloureux. Pas par sa faute, bien entendu, mais parce qu'il avait un combat à mener. Et je le dis aussi avec conviction, le combat que le président Ouattara a mené dans son pays n'était pas un combat exclusivement pour les Ivoiriens. C'est un combat pour l'État-nation en Afrique en général, un combat pour l'inclusion. Combien d'Africains dans leur propre pays se sont sentis exclus des processus et ça a mené à des révoltes, des rébellions, des guerres civiles, etc., etc. Donc ce qu'il a réussi en Côte d'Ivoire servira d'exemple à l'ensemble des Africains. Nous voulons une coexistence harmonieuse des ethnies, des religions, des croyances, des régions, des langues, des sexes, des idéologies, des courants politiques. Nous estimons que le président Ouattara est dans une mission de refondation d'une telle coexistence. Alors, évidemment, dès qu'on parle d'émergence, tout de suite, on se rend compte que nous utilisons un concept au contour assez flou. Pourquoi? Parce que c'est un concept qui se heurte à de nombreuses problématiques. Mais dans le discours politique, nous utilisons le terme d'émergence parce que c'est un terme qui permet une mobilisation politique et économique, mais qui permet de dégager une vision également, puisque tout le cadre macroéconomique est articulé autour de cette vision pour accompagner cette vision. Alors, lorsqu'on parle d'émergence au sens strict du terme, il est évident que nous sommes loin de l'émergence. Il est évident que ce n'est pas un horizon rapproché. Mais il faut comprendre que pour les observateurs intérieurs, dans le contexte national, l'émergence correspond au concept du décollage économique. D'ailleurs, il faut rappeler que c'est un concept qui renvoie à une notion qui est apparue au XIXe siècle sur les propriétés émergentes. Donc, en qualifiant des pays d'émergence, c'est une approche réductrice, d'accord ? Puisqu'on a voulu tout simplement stigmatiser le fait que, dans le contexte de la nouvelle mondialisation, il apparaissait de nouvelles puissances. Nous allons nous intéresser au cas de la Côte d'Ivoire. Alors, nous allons nous intéresser au cas de la Côte d'Ivoire, mais je dirais que l'émergence ivoirienne, il faut la comprendre comme étant un décollage économique. Souvent, on reprend des indicateurs macroéconomiques pour parler d'émergence. Bon, c'est un abus aussi de langage, puisque, en définitive, l'émergence est ambiguë. Il y a une ambiguïté sémantique parce qu'elle est liée au développement qui n'est pas l'émergence. Le développement n'est pas l'émergence parce que le développement fait appel à beaucoup de notions qui ne sont pas nécessairement prises en compte dans le cadre de l'émergence. L'émergence, c'est tout simplement le taux d'ouverture sur l'extérieur. De décembre 2010 à avril 2011, vous êtes censé ignorer qu'il y a eu une crise post-électorale dont les conséquences sont énormes. À la fin de la crise, nous avons eu le président Ouattara comme président. Mais quand Ouattara accédait au pouvoir,
était confronté à 4 défis majeurs. 1. Rétablir la sécurité et l'état des droits. Consolider la réconciliation et la paix. Reconstruire le pays et relancer l'économie. Et puis soigner l'image du pays. Voilà les 4 défis auxquels le président était confronté. Le PND a permis la création du programme national de cohésion sociale. Et vous avez vu, quand on a fait la revue du premier plan, on a informé de ce que une des faiblesses de sa mise en œuvre résidait dans le non-règlement des dus à la crise, donc d'indemnisation des victimes. Et avant que nous ne finissions la revue, le président de la République a pris la décision, conscient de donner 10 milliards pour l'indemnisation des victimes. Et ce programme vient en soutien au CONARIV qui a remplacé le CDVR pour pouvoir rendre opérationnelle l'indemnisation des victimes. Mais la prise en charge des personnes vulnérables, mais liées essentiellement aux crises que nous avons connues. Et ces personnes sont recensées, sont connues, et les cas sont pris en charge par la République de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux aujourd'hui parce que l'objectif de l'exercice, ce n'était pas de faire le bilan de la gestion passée du président Gbagbo. L'objectif était le suivant. Ça fait 4 ans que les détracteurs, les adversaires du président Ouattara s'évertuent à tronquer la vérité et à émettre des jugements de valeur sur des actions qui ont été posées et qui devraient être posées. Il est arrivé à un moment donné où les collaborateurs du président que nous sommes avions décidé de monter au créneau pour rétablir la véracité des faits. Il s'agit pour nous de communiquer vis-à-vis de l'opinion nationale et internationale sur ce qui a été fait, libre à chacun de porter un jugement de valeur sur les actions qui ont été initiées et sur le développement du pays. L'intervention que je devais faire l'état des lieux de la bonne gouvernance. Quand on dit la bonne gouvernance, ça recouvre tout. Alors, qu'est-ce que c'est que la bonne gouvernance? Je vais vous donner évidemment une définition que je suis allé chercher. Je vais vous lire la définition que je suis allé chercher. Alors, dans les temps anciens, le mot gouvernance était utilisé par les Grecs pour désigner la conduite des bateaux et des chars. C'est Platon, le philosophe Platon, qui, de manière métaphorique, l'a étendu à la gestion des hommes. Évidemment, quand on dit bonne gouvernance, on voit tout de suite la politique, l'administration, la justice, etc. Je cite, « Depuis la fin de la guerre civile et la mise en place d'un nouveau gouvernement en mai 2011, la Côte d'Ivoire a de nouveau accompli des progrès rapides. L'administration a été réorganisée, l'armée engagée dans un processus de restructuration, les services de sécurité redéployés, le pays réunifié. Répétons que la bonne gouvernance est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Vous, citoyens, c'est votre affaire aussi. C'est l'affaire des structures en charge de ces questions. C'est l'affaire de la justice. C'est l'affaire de l'administration. C'est l'affaire du secteur privé. C'est l'affaire des politiques, des personnes qui ont des charges publiques. C'est une question de culture. À la suite donc des conférenciers qui ont donné un pan important de la gouvernance Ouattara, la parole a été donnée donc à l'assistance afin qu'il y ait des échanges de questions-réponses pour ceux qui d'entre eux n'avaient pas bien compris les termes exposés, et on a eu droit à des échanges d'un niveau assez élevé portant sur la qualité ou alors sur les événements qui se sont passés en Côte d'Ivoire et la gouvernance Ouattara. Je suis le premier militant du parti unifié de Côte d'Ivoire, PDCI, RDR ou bien d'autres. Parce que
le travail qui est en train de se faire pour que la continuité, la paix règne après le président Ouattara. Il ne faudrait plus que nous tombions dans ce qui a été le malheur de la Côte d'Ivoire, qui a arrêté la progression de notre pays. Cette fois-ci, je pense que nous avons la possibilité de nous donner la main pour aller effectivement à l'émergence. Et ce que je dis, je souhaite aussi cette unification chez les opposants, parce qu'un pays n'est pas dirigé correctement s'il n'y a pas une opposition crédible et valable. Monsieur le ministre, vous avez un boulot. Je sais ce que c'est, le mal que la corruption fait. Quand un petit citoyen ne peut pas avoir justice, écoutez la question parce qu'il n'a pas les moyens de corrompre, c'est blessant. Et j'en ai vécu en tant qu'enfant et je sais ce que c'est. La corruption fait du mal aux citoyens qui n'ont pas de possibilités. Je vous dis, monsieur le ministre, vous occupez un poste important. Il faut combattre la corruption. Monsieur le directeur, dans votre plan, essayez de combattre cette corruption qui va retarder si nous ne faisons pas face à cette gangrène. Ça pourrait retarder l'émergence que nous souhaitons. Je vous remercie. Je vais poser d'abord la question à M. Diaby qui a dit que la pauvreté avait baissé en Côte d'Ivoire, que les victimes de guerre dont je fais partie sont indemnisées et ils sont en train d'être pris en charge médicalement et psychologiquement. Je dis à M. Diaby que ce n'est pas exact. J'ai passé 2 ans en Côte d'Ivoire pour cela. D'abord, quand monsieur le président Ouattara est venu au pouvoir, il a créé un ministère pour les victimes de guerre. Au prochain remaniement ministériel, ce ministère avait sauté. Après, on a pris du temps pour s'occuper des victimes de guerre. On ne s'occupait plus d'eux. Chaque fois, on nous disait, bon, vous n'avez pas été assez recensés. Il y a des gens qui sont encore là, qui n'ont pas été recensés. On se fait recenser dans plusieurs domaines, mais rien ne se fait. Concernant la prise en charge médicale, je me rappelle en septembre-octobre de 2014, on nous a dit d'aller voir des médecins qui vont nous prendre en charge psychologiquement et médicalement parce qu'on était malade et qu'on n'était pas soigné. Mais c'était juste la comédie. Ces médecins-là ne faisaient pas... Ils ont juste regardé les gens semblant juste pour dire que bon, on s'occupe... Je pense que c'est pour gagner du temps, pour ne pas indemniser les gens parce qu'on est trop... Où il n'y a pas un budget concret pour ce domaine de victimes de guerre. Et quand il parle de pauvreté, que la pauvreté est réduite en Côte d'Ivoire, je ne sais pas de quoi il parle. Peut-être les sondés qu'il a sondés sont les gens qui sont à son niveau, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en Côte d'Ivoire. Peut-être que le gouvernement Ouattara, heureusement que tous les membres ils n'en font pas partie, il y en a qui sont vraiment loyaux, mais il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de faveurs qui se font par copinage et par tribalisme. Moi, je ne demande pas la charité. Moi, je demande juste peut-être du travail parce que je faisais partie de la diaspora. Le président Ouattara, quand il est venu, il a dit les gens de la diaspora, ceux qui veulent rentrer, ils peuvent rentrer pour qu'on construise ensemble ou reconstruise ensemble la Côte d'Ivoire. Mais peut-être qu'il était sincère dans son allocution, mais sur le terrain, c'est du n'importe quoi. Quand tu déposes ton CV, on ne te reprendra jamais. Quand tu connais quelqu'un qui n'était pas ministre et qui est ministre maintenant dans le gouvernement Ouattara, il te décroche 1 fois, 2 fois, il ne te connaît plus. On pense juste à nos parents, à nos copains. Et je pense que quand il dit que la pauvreté a baissé, c'est selon quels critères? Peut-être selon les études de l'économiste Maslow, que tout bon économiste connaît, mais ce n'est pas exact. Peut-être que c'est selon lui-même ces critères et ces sondés qui font partie peut-être de leurs amis ou de leur famille, mais la pauvreté n'a pas du tout baissé en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens ne mangent pas 3 fois par jour,
les transports augmentent, les locations de maisons sont chères, le riz n'a pas diminué, l'huile est chère, le sucre est cher. Je ne sais pas de quoi M. Diaby parle. Il a fait de la géométrie dans l'espace, mais pas sur le sol ivoirien. Je suis Bilori Brice Mono, je suis du Bénin. Et pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Je ne vais pas répéter, je ne veux pas refaire la conférence, mais il est important qu'on le répète ça. Quand la Côte d'Ivoire est déstabilisée, le Bénin est déstabilisé. Toute la sous-région est déstabilisée. Et donc, ce qui est important pour nous, j'ai dit j'ai une expertise en migration et développement, je vais parler de 2 points. Le premier point, c'est sur la migration. Aujourd'hui, je remercie M. Tidiane Gadio pour avoir insisté sur le fait que les migrants sont utiles. Et ce que nous voudrons, nous aimerons en tant que migrants et migrantes, c'est être utile. Mais nous ne souhaitons pas être instrumentalisés. C'est important pour nous. Et qu'en plus de ça, on entend partout la diaspora. Une volonté politique ne nous suffit plus. Il faut des faits, il faut des actes, il faut des fonds, il faut une programmation, un accompagnement depuis ici. Parce que depuis ici, quand on demande à quelqu'un d'aller au pays travailler, est-ce qu'on parle de la transportabilité de sa sécurité sociale? Tout ce qu'il a fait dans le pays avant de partir là-bas, est-ce qu'on en tient compte pour qu'il puisse partir? Et ce que nous disons encore au niveau migration, on en a marre d'être consultés. Les consultations, vous savez, vous et moi, on n'en tient pas compte. Il y a des experts parmi nous. On a besoin d'être dans des espaces de concertation et de décision. Aujourd'hui, ce que je déplore encore, excusez-moi, on est en train de travailler sur la COP 21. Et sur la COP 21, on n'a pas beaucoup de femmes africaines au niveau des tables de négociation. On a besoin d'être formés. Et cette formation, je dis, on prend toujours la ruralité comme, ok, on prend, c'est les femmes rurales qu'il faut aider. J'étais à la CSW 59 aux Nations Unies, on a parlé d'autonomisation de la femme. Mais on s'arrête là, c'est que de la parole. Quand on redescend, les femmes qui sont là, les femmes qui sont ailleurs, elles veulent être actrices de politique publique d'abord. On ne nous rassemble plus pour dire venez voter pour quelqu'un, mais on nous rassemble parce que nous sommes incontournables pour le développement.